Le dessein en est pris, je pars, chère Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Bienvenue à vous qui êtes les héritiers d'un grand héritage, la culture occidentale. Je vous propose d'en découvrir ou d'en redécouvrir quelques pépites dans cette série consacrée à 10 chefs-d'œuvre de la littérature française. Alors dans cet épisode, nous parlerons théâtre et plus particulièrement de tragédie. Alors c'était difficile de choisir, mais Phèdre, la dernière pièce profane de Racine, passe pour un sommet de l'art tragique du grand siècle. Et ce n'est pas à tort, nous allons le voir. Le XVIIe siècle est un grand siècle de littérature en France et en particulier on peut dire que c'est un âge d'or pour le théâtre. Du côté de la tragédie, Racine finit par supplanter son rival Corneille et pendant une décennie, de 1667 à 1677, Racine écrit et fait jouer à la cour de Louis XIV des immenses pièces de théâtre, dont les titres sonnent pour nous comme des litanies de héros splendides et malheureux, Andromaque, Britannicus, Bajazet, Bérénice, Iphigénie et Phèdre enfin. Donc comme pour d'autres tragédies, le sujet de Phèdre puise dans l'histoire grecque et on va voir un peu dans le détail cette intrigue qui se déroule en 5 actes comme dans toutes les tragédies classiques pour bien mesurer la puissance du conflit tragique chez Racine. Alors au début de la pièce, Thésée, qui est le roi d'Athènes, a disparu depuis 6 mois. Les siens qui sont demeurés à Trézène sont sans nouvelles. Et c'est pourquoi son fils Hippolyte, donc c'est le fils que Thésée a eu avec une Amazone, Hippolyte donc décide de partir à sa recherche. Ce sont les premiers mots, les premiers vers là qu'on a entendus en introduction. Et l'autre motif qu'Hippolyte a de partir est qu'il est amoureux de la jeune Aricie. Or, Aricie appartient à une famille ennemie de la famille de Thésée, et donc Hippolyte n'a pas le droit de l'aimer. Parallèlement à cette situation, dès la 3e scène, on découvre Phèdre, qui est la dernière épouse de Thésée, et Phèdre fait l'aveu à sa confidente Œnone de sa passion pour Hippolyte, qui est donc son beau-fils, le fils de son mari. Mais à la fin de l'acte 1, on annonce la mort de Thésée. Et ça change radicalement la situation, puisque du coup, l'amour d'Hippolyte pour Aricie, l'amour de Phèdre pour Hippolyte, ne paraissent plus tout à fait comme des crimes, en tout cas aux yeux des amoureux. Alors, à l'acte 2, on a au début Hippolyte qui finit par déclarer son amour à Aricie, mis un peu en confiance par l'annonce de la mort de Thésée, et il se rend compte que la jeune fille est aussi amoureuse de lui. Quant à Phèdre, de son côté, elle révèle, presque malgré elle, on peut dire, par un débordement de sa passion, elle révèle à Hippolyte son amour incestueux. Et Phèdre est vraiment montrée comme victime en fait, de sa passion. Voici ce qu'elle dit en s'adressant à Hippolyte. « Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance ait nourri le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. » Voilà, c'est vraiment soumise à une fatalité implacable qu'elle subit la passion interdite qui la dévore. Alors devant la réaction horrifiée d'Hippolyte, Phèdre lui arrache son épée et tente de se suicider, tente de se donner la mort, mais Œnone, donc la fidèle servante, la sauve. Et puis, rebondissement à la fin de l'acte 2, Thésée serait vivant. Phèdre est désespérée à l'idée qu'Hippolyte puisse parler et révéler son secret, et donc elle se laisse convaincre par Œnone de calomnier son beau-fils. Pour preuve qu'il a voulu violenter sa belle-mère, l'épée qu'elle a conservée. Donc voilà, ça c'est le plan conseillé par Œnone, mais pour l'instant personne ne dit rien. Dans l'acte 3, Thésée revient, Thésée paraît, l'accueil de Phèdre est glacial, et Hippolyte, lui, demande à son père la permission de quitter Trézène au plus vite. Nous voilà au début de l'acte 4, et finalement c'est Œnone, donc la fidèle servante, qui finalement donc calomnie Hippolyte auprès de son père. Et Hippolyte est stupéfait, il est interdit en fait devant tant de noirceur, et il ne parvient pas à se disculper. La seule chose qu'il arrive à dire à son père, c'est qu'il aime Aricie. Et ça, évidemment, ça n'arrange pas tellement sa situation. Et donc la réaction de Thésée est terrible. Non seulement il chasse son fils de sa vue, mais en plus, il appelle sur lui les foudres de Neptune. Or, Neptune, c'est un dieu qui avait promis à Thésée d'exaucer le premier de ses vœux. Donc Hippolyte est réellement en danger de mort. Et ça, Phèdre ne peut pas le supporter. Et donc elle s'apprête à innocenter Hippolyte, mais elle est arrêtée dans son élan, parce qu'au moment où elle s'apprête à l'innocenter, Thésée lui apprend qu'Hippolyte et Aricie s'aiment d'un amour réciproque, ce que jusque-là, elle ignorait évidemment Phèdre. Et en fait, Phèdre est terrassée par la jalousie. Elle en a des hallucinations qui nous valent
Des vers totalement incandescents. Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux. Mes crimes désormais ont comblé la mesure. Je respire à la fois l'inceste et l'imposture. Mes homicides mains promptes à me venger, dans le sang innocent brûle de se plonger. Misérable. Et je vis, et je soutiens la vue de ce sacré soleil dont je suis descendue. Parce que Phèdre est la fille de Minos et de Pasiphaë, hein, comme on l'entend au début. Et ensuite, donc après, pendant cette scène, elle imagine son châtiment par son propre père, puisque donc Minos, son père, il est juge aux enfers. Donc voilà, il y a toute une scène totalement hallucinatoire. Et puis finalement, elle décide de laisser Hippolyte à son sort. Et elle déploie sa colère contre Œnone, contre sa confidente trop zélée qui a calomnié Hippolyte auprès de son père. Elle la rend responsable de ce qui se passe. Et Œnone, cette fidèle servante, ne peut pas supporter d'être chassée ainsi par sa maîtresse, qu'elle voulait simplement aider. Et donc, elle se jette dans la mer de chagrin. Et on a là la première mort de la tragédie. Alors, au début de l'acte 5, Hippolyte et Aricie, eux, ont décidé de fuir Trézène. Et par prudence, ils partent chacun de leur côté. Ils doivent se retrouver dans un sanctuaire aux portes de la ville. Mais Aricie croise Thésée au moment de partir et la jeune fille essaie de lui ouvrir les yeux sur Phèdre. Et donc Thésée, qui a un peu des doutes, décide d'interroger Œnone. Et à ce moment-là, on lui apprend que Œnone s'est suicidé. Donc Thésée, qui a de plus en plus de doutes, supplie Neptune d'épargner son fils. Mais alors, entre Théramène, hein, le gouverneur d'Hippolyte, et Théramène apprend à Thésée l'affreuse mort de son fils dans l'un des récits les plus célèbres du théâtre français, peut-être quand même après le combat de Rodrigue contre les morts dans le Cid, mais quand même un très grand récit. Le récit, hein, c'est ce qui permet de respecter la règle de bienséance dans les tragédies classiques, où on n'a pas le droit de montrer les morts sur scène, et donc évidemment, il faut bien les raconter. Et donc, voici les mots de Théramène, qui commence par faire le récit du combat contre un monstre marin, qui est tout à fait gigantesque. Et puis, voici ce qu'il dit ensuite, donc en s'adressant à Thésée. Hein. « Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler et sa voix les effraie. Il court. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux, la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. Ils s'arrêtent, non loin de ces tombeaux antiques où des rois, ses aïeux, sont les froides reliques. J'y cours en soupirant et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Les rochers en sont teints. Les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. » Donc le gouverneur rejoint son jeune prince pour recueillir quelques dernières paroles, mais qui sont interrompues par la mort. Et Thésée s'exclame au terme de ce récit. « Ô mon fils, cher espoir que je me suis ravi, inexorable Dieu qui m'avait trop servi, à quel mortel regret ma vie est réservée. » Voilà, la dernière scène voit Phèdre agonisante à cause du poison qu'elle vient de prendre, confirmer à Thésée l'innocence de son fils, s'accuser de son amour coupable, puis mourir à ses pieds. Alors, comme souvent hein, chez Racine, mais manifesté ici avec une rare violence, le héros est le jouet d'un amour passionnel irrésistible. Et cette passion fait abdiquer au personnage tout devoir moral. Et là, en ce qui concerne Phèdre, c'est la scène où cette reine si fière perd toute dignité et s'humilie devant Hippolyte une fois que son aveu est fait. Cet amour chez Racine, il est toujours voué à l'échec, malgré le pouvoir politique hein, qu'on a toujours dans la tragédie, c'est toujours des grands personnages. Et donc, le pouvoir politique que le personnage tente de mettre au service de sa passion. Ici, dans Phèdre, lorsqu'on annonce, certes à tort, la mort de Thésée, Phèdre imagine un scénario de succession au trône d'Athènes qui écarte Aricie et qui lui laisse Hippolyte. Et donc, malgré ces outils politiques, on peut dire cet amour est voué à l'échec. Et l'échec est d'autant plus douloureux que Phèdre fait face à un couple qui s'aime réciproquement. Et c'est vraiment la figuration par l'imagination que Hippolyte peut aimer Aricie qui enflamme littéralement l'esprit de Phèdre et l'amène au bord de la folie. Les héros raciniens abdiquent totalement leur liberté à leur passion. Et en fait, c'est une vision tout à fait pessimiste de l'homme, hein, mais qui est cohérente avec l'éducation janséniste que le jeune Racine a reçue à Port-Royal. Et donc, malgré cette vision pessimiste, ce qui rend les héros de Racine, et particulièrement le personnage de Phèdre, tellement poignant, c'est ce qui amplifie en fait leur malheur et puis notre horreur, c'est la conscience qu'ils ont d'être à ce point incapables de dominer leur passion. Et Phèdre, elle est à la fois faible et lucide, et c'est ça qui nous touche en fait malgré l'horreur de son amour incestueux, et ça nous fait vraiment ressentir les émotions proprement tragiques selon Aristote, la terreur et la pitié. Oui, Phèdre est un chef-d'œuvre. Bonne lecture.